Les mathématiques sont une source perpétuelle d'étonnement. À chaque fois que je découvre quelque chose de saisissant en mathématiques, je me dis toujours « Ah bah là ça va être difficile de me surprendre à partir de maintenant ». Et pourtant à chaque fois, au bout d'un certain temps, je découvre quelque chose de nouveau et je me dis « Ah quand même, ça a de la gueule ce truc ». Et c'est vrai que quand on aime une discipline, c'est toujours captivant de trouver une nouvelle curiosité la concernant. Vous savez, quelque chose d'atypique, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que le fait est que quand on tombe sur quelque chose d'exotique ou de contre-intuitif, on sort de notre zone de confort. Et comme vous le savez, rien de mieux pour briser l'ennui et la stagnation que de sortir de cette fameuse zone de confort. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter 3 faits mathématiques atypiques qui sont intéressants selon moi et qui je pense vont vous intéresser. Ce ne sont pas des révolutions, soyons honnêtes. En revanche, l'un d'eux risque de vous surprendre. Je ne vous en dis pas plus, commençons tout de suite par le premier fait que nous allons traiter, le paradoxe des anniversaires. On commence par un phénomène probabiliste assez connu qui me subjugue toujours autant, même après tant d'années. Imaginons, on est tous les deux, voilà. Et on décide d'aller se prendre un kebab. On arrive au grec et on remarque qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude. On peut y compter 21 personnes, donc avec nous ça fait 23 personnes. Ce que je prétends, c'est qu'il y a un peu plus d'une chance sur deux que parmi tous les gens qu'il y a au kebab, nous compris, eh bien au moins 2 personnes sont nées exactement le même jour. Et voilà le paradoxe des anniversaires. À chaque fois que j'en parle, ça me tue parce que ça paraît complètement faux au premier abord. Mais pourtant, c'est un truc vrai. Il n'y a pas plus contre-intuitif que ça, même le paradoxe de Monty Hall ou le paradoxe du prisonnier, je trouve ça plus intuitif que ça. Vraiment, à chaque fois, le paradoxe des anniversaires, c'est celui qui me paraît le plus déraisonnable, je sais pas pourquoi. Et alors, pourquoi ça paraît aussi contre-intuitif? Mais c'est tout simplement parce qu'on a une petite part d'égoïsme tacite en nous. Quand on pense à ce paradoxe, on fait systématiquement un retour sur soi, et on se dit quoi? Attends, j'ai une chance sur 2 d'être né le même jour qu'une des 22 autres personnes de la pièce, mais ça paraît complètement insensé. Sauf que c'est pas du tout ça la vision qu'il faut avoir. Il faut voir ça d'une autre façon, en voyant combien de paires différentes d'individus on peut faire avec 23 personnes. Et ça, c'est pas très difficile à voir. Il suffit de se dire que pour chacune des 23 personnes, on a la possibilité de s'appairer avec une des 22 autres personnes restantes. Sauf qu'attention, dans le dénombrement, la paire AB et la paire BA, avec A et B, 2 personnes données, sont exactement les mêmes. Prendre la personne A et la mettre avec la personne B, ou prendre la personne B et la mettre avec la personne A, c'est exactement la même chose. Parce que l'ordre n'est pas important ici. Donc en faisant mon produit 23 x 22, j'en compte 2 fois trop, il faut donc diviser par 2 pour avoir le bon résultat, et on obtient un total de 253 paires différentes avec 23 personnes. Ce qui correspond évidemment au coefficient binomial 2 parmi 23. Et là, c'est un petit peu moins contre-intuitif. 253 paires possibles et 365 dates dans le calendrier, ça paraît tout de suite un petit peu plus plausible. Donc le fameux une chance sur 2 paraît un peu plus raisonnable, mais pourtant on n'est pas convaincu. Et quoi de mieux en mathématiques pour se convaincre qu'une démonstration, vous allez me dire? Alors il y a plusieurs méthodes pour aborder ce problème, mais ma préférée, ça reste de passer par le complémentaire. Quitte à calculer la probabilité de base, autant calculer la probabilité que parmi les 23 personnes, aucune ne soit née le même jour. Parce qu'en général, en proba, quand vous avez un au moins, il est judicieux de passer par le complémentaire, c'est beaucoup plus simple. On va donc commencer simple, la probabilité que 2 personnes ne soient pas nées le même jour. Mais ça, c'est 1 moins la probabilité qu'ils soient nés le même jour, donc 1 moins 1 sur 365. Vous avez 365 jours dans une année, hein, faut pas oublier. C'est-à-dire 364 sur 365. C'est de l'ordre de 99,7% environ, c'est tout à fait cohérent. Si vous prenez juste votre meilleur ami, il est très peu probable que vous soyez nés le même jour, par exemple. Mais là, on a 253 paires possibles. Et dire que pour chacune des paires, on a 2 anniversaires différents, mais c'est exactement le même principe probabiliste que si je lance une pièce 253 fois, j'obtienne 253 fois face. C'est un principe successif, à différence près que ce sera évidemment pas les mêmes probabilités. Mais ça reste le même principe multiplicatif, et c'est ça qu'on va utiliser. Donc en calquant ce principe, la probabilité que parmi les 23 personnes, aucune ne soit née le même jour, bah c'est la proba que 2 personnes ne soient pas nées le même jour, puissance le nombre de paires possibles. Et il se trouve que 364 365e puissance 253, c'est environ 49,9%. On calcule de tête ici. Donc la probabilité de l'événement complémentaire, c'est-à-dire que parmi les 23 personnes, au moins 2 soient nées le même jour, ça vaudra 1 moins cette proba, c'est 1 moins le complémentaire. Et on a bien un petit peu plus de 50%. Donc il y a bien une chance sur 2 que parmi les 23 personnes qui sont présentes au kebab, il y en a 2 qui aient la même date d'anniversaire. Et tout ça, c'est grâce à la croissance exponentielle, et c'est vraiment un truc qui est fascinant, je trouve. Et maintenant, si vous êtes lycéen et que vous êtes dans une classe de 35 élèves, mais par un calcul similaire, vous avez un peu plus de 80% de chance que 2 élèves partagent la même date d'anniversaire. C'est fou, je trouve. Et si vous prenez une assemblée de 57 personnes, alors vous montez carrément à 99% de chance. Je trouve ça vraiment incroyable, mais pourtant c'est vrai. Et c'est essentiellement grâce à la puissance, au risque de me répéter. Et c'est là où j'aimerais insister sur un truc. Les gens, en général, ne se rendent pas compte d'à quel point la fonction puissance a une croissance démesurée. Je vous laisse consulter des courbes de certaines fonctions puissance, il y a toujours un moment donné
où la courbe va être tellement abrupte que les tangentes vont être quasiment verticales, donc que la croissance va être quasiment infinie. Rien que si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la pièce. Si vous voulez faire 253 fois face d'affilée, déjà vous avez un petit peu de temps à perdre, et ensuite il vous faudra un temps tel pour accomplir ce truc là que le soleil aura eu le temps de s'éteindre, hein. Donc comptez pas trop sur lui. Et pour vous dire, je pense que l'univers aura carrément eu le temps de se détruire et de se reconstruire plusieurs fois avant que vous réussissiez, hein. Pour vous illustrer ça concrètement, il est bien plus probable que vous réussissiez à gagner au loto 12 fois d'affilée plutôt que réussir à faire 253 fois face d'affilée. Donc si jamais vous y arrivez, lâchez votre pièce et allez acheter un billet, et vérifiez si vous êtes pas cocu surtout. Enfin voilà, pour vous dire qu'on sous-estime vraiment trop la puissance de l'exponentiation. Autre exemple pour illustrer tout ça, si vous mettez 10 000 balles à la banque avec un intérêt de 4%, mais au bout de 100 ans vous allez avoir 500 000 balles, donc déjà c'est pas mal. Au bout de 200 ans, vous avez fait fructifier 25 millions, et au bout de 500 ans, vous avez le PIB du Qatar, plus le budget de défense des États-Unis, de la Russie et de la Chine réunis, plus le revenu annuel total d'Amazon, d'eBay et de Netflix, et il vous restera même suffisamment pour acheter quelques dizaines de milliers de Bugatti Chiron si vous voulez, et même construire plusieurs Burj Al Arab, hein. Donc pitié, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'exponentiation, hein, c'est ridicule. Et maintenant que vous connaissez ce paradoxe, je vous suggère de regarder toutes les dates d'anniversaire dans votre classe, et n'hésitez pas à me dire si deux personnes de votre classe sont nées le même jour, parce que la probabilité n'est clairement pas négligeable. C'était encore un beau jour où je jouais avec la touche divisée de ma calculatrice pour voir des proportions un peu inhabituelles. Donc voilà, je suis pas puceau pour rien. À cette époque, je venais de découvrir que tout nombre rationnel possédait une période décimale. Et je trouvais ça fascinant parce que ça signifiait par contraposition que si un nombre était apériodique décimalement parlant, alors il était irrationnel. Et dès lors que vous avez une période décimale chaotique, comme pour pi ou racine de 2 par exemple, vous pouvez en déduire l'irrationalité de ce nombre. Et c'est d'ailleurs une équivalence, c'est un résultat qui est assez intéressant. Fin de l'aparté, j'avais donc ma calculatrice dans les mains et j'étais en train de vérifier si 1/90e avait bien que des 1 dans sa période décimale. J'étais plus trop sûr, voilà, petit moment de doute. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que peut valoir 1 sur 89 quand on l'étend décimalement? Et évidemment, 89 étant premier, c'était pas sympathique du tout, hein, vous vous en doutez. Quand on regarde sur Python, on constate que c'est immonde et que la longueur de la période décimale est de 44, donc le nombre est tout sauf gentil. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse aux 6 premières décimales. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Si vous avez un minimum de culture ou au choix que vous avez regardé mes vidéos sur les arcs tangentes, vous vous doutez d'où ça vient. Cette suite est tout sauf inconnue, c'est la suite de Fibonacci. Et la première question légitime, est-ce que c'est un hasard? On pourrait se dire que oui, parce que la 7e décimale est un 9 et non un 8 comme dans la suite de Fibonacci. Sauf que rappelez-vous, il n'y a pas de hasard en maths. Venez donc avec moi, je vais vous montrer un truc, vous allez avoir le souffle coupé. Je vais écrire une somme naïvement et je vais l'appeler S. Ce sera la somme infinie des termes de la suite de Fibonacci, mais d'un terme à l'autre, je vais diviser successivement par 10. Pourquoi cette somme saugrenue? Parce que je veux me rapprocher du développement décimal de 1/89e, tout en faisant un lien potentiel avec Fibonacci. Et c'est la façon la plus naturelle de faire ça, c'est une écriture décimale développée, hein. Pour ceux qui sont au-delà du bac et qui veulent écrire la somme plus rigoureusement, c'est bien évidemment la série des Fn sur 10 puissance n plus 1. Petit aparté, voilà, on va cependant manipuler la forme naïve ici. Ok, maintenant je vais diviser la somme par 10. Bon au vu de ma construction, ça va juste décaler les termes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je soustrais S sur 10 à S? Bon, j'obtiens une nouvelle somme qui ressemble aux deux premières. Vous commencez à vous demander où diable est-ce que je vais vous emmener et vous commencez à paniquer. Mais regardez bien. Déjà à gauche, j'ai 9/10 de S. Bon, c'est pas important pour l'instant. Mais surtout à droite, je peux factoriser par 1 sur 10 au carré. Et pourquoi cette factorisation est intéressante? Mais tout simplement parce que je vais faire réapparaître la somme S par magie. Et donc j'ai 9/10 de S qui vaut 1 centième plus S sur 100. Ce qui veut dire, en mettant tous les S du même côté, que j'ai 89 centièmes de S qui vaut 1 centième. Et donc accrochez-vous bien, je simplifie les 100 et je passe le 89 de l'autre côté. Ma somme définie au début, c'est 1 sur 89. Et donc déjà là, c'est spectaculaire. Ma série un peu alambiquée de Fibonacci vaut 1 sur 89. Donc il y a réellement un lien. Mais on pourrait se demander si on peut pas aller plus loin encore. Est-ce qu'avec un modèle similaire, je pourrais pas trouver une fraction qui donne un développement décimal tel que j'ai tous les nombres de Fibonacci que je veux? Eh bien devinez quoi, c'est possible. Pour cela, il vous suffira de poser Sn, la somme des termes de la suite de Fibonacci, mais d'un terme à l'autre, je vais diviser cette fois-ci successivement par 10 puissance n. Et par une suite de calculs complètement équivalente à celle qu'on vient de faire, je tombe sur Sn est égal à 1 sur 10 puissance 2n moins 10 puissance n moins 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder si ça marche. On va prendre un n petit, mais pas trop, comme par exemple n égale 5. La valeur de 1 sur 10 puissance 2n moins 10 puissance n moins 1 sera donc, après calcul, 1 sur 9 999 899 999. Et si on regarde le développement décimal de cette chose immonde, on va obtenir ceci. Et si vous êtes observateur, on a les 25 premiers termes de la suite de Fibonacci rangés dans l'ordre. Sincèrement, est-ce que c'est pas
incroyable. Et on pourrait être en droit de se dire que c'est qu'une curiosité, mais pas seulement. Parce qu'en réalité, c'est la méthode la plus rapide par ordinateur aujourd'hui, avec la fameuse exponentiation matricielle qui marche tout aussi bien, pour calculer le nème nombre de la suite de Fibonacci. Et si vous êtes courageux, c'est une méthode que vous pouvez faire à la main sans problème. Je veux dire, c'est une division, c'est niveau CM2. Tout ça pour vous dire que le nombre 1 sur 89 est vraiment incroyable et mérite tout votre respect. Il faut que je me confesse aujourd'hui, je n'ai jamais appris à faire un nœud de cravate. Voilà, je porte très mal la cravate, je porte bien mieux le nœud papillon, donc ça n'a pas été forcément très engageant pour moi de l'apprendre, et conséquemment, j'ai jamais appris à faire le fameux nœud Windsor, alors que pourtant, pas mal de gens le connaissent. Et donc, il doit pas être si complexe que ça, encore faudrait-il s'y intéresser. Donc je m'y suis intéressé un petit peu, j'ai lancé un petit tutoriel YouTube, et au milieu de la vidéo, je me suis dit, mais attends, mais combien il peut exister de nœuds de cravate différents? Question tout à fait légitime, et mathématique en plus, hein. Je veux dire, la combinatoire, c'est une branche des mathématiques. Et c'est pas si évident que ça. Comment vous caractérisez au premier abord que deux nœuds sont différents, par exemple? Je me doutais qu'il y avait de la théorie des nœuds derrière, hein, fameuse branche de la topologie. Je me lance donc dans une petite recherche et je tombe sur un article Arxiv qui est intitulé More ties than without. Ok, alors première question, pourquoi plus de nœuds qu'on ne le pensait? Et seconde question, combien il y en a au final? Et en fait, le titre de l'article fait référence à un livre paru en 1999 intitulé 85 façons de nouer une cravate. Ça a été écrit par des mathématiciens, donc c'est très rigoureux, sauf que les hypothèses considérées sont très strictes dans ce livre. Il n'autorise par exemple pas les enroulements parce que ça ferait des nœuds complètement cons, et question d'esthétique, il n'autorise pas que le nœud soit recouvert par le tissu de la cravate par exemple. Ce qui fait que par souci d'esthétisme, on va exclure pas mal de nœuds. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont vu la saga des films Matrix, je vous la conseille, hein, elle est très intéressante. Et on voit qu'à un moment, quelqu'un porte le fameux nœud Edietti et ce nœud n'est pas recensé parmi les 85 nœuds du livre. Et donc des années après, il y a des gens complètement fous qui se sont dit, bah ça serait dommage de restreindre avec autant d'hypothèses le nombre de nœuds qu'on peut avoir. Donc ils ont enlevé toutes les hypothèses, quitte à faire n'importe quoi, c'est-à-dire enrouler et passer 3 fois par le col comme ça. Et tenez-vous bien, ils ont compté 177 147 façons de faire un nœud de cravate. Et alors la question légitime, c'est comment ils ont fait pour compter? Ben ça a l'air super complexe, mais ils sont partis d'un raisonnement super simple à la base. Quand vous avez une cravate, vous avez 3 zones où vous pouvez passer. Donc soit à gauche de la bande large, soit à droite de la bande large, soit au centre, c'est-à-dire par le col. Et à chaque étape d'un nœud, vous allez d'une zone à l'autre. Et finalement, si vous mettez les étapes bout à bout, vous vous retrouvez avec une chaîne de caractères, vous êtes d'accord? Qui va faire par exemple gauche, centre... Putain, non. Qui va faire par exemple gauche, centre, droite, gauche, centre. Et je pense que vous êtes aussi d'accord pour dire que la chaîne de caractères ne peut pas être infinie. Tout simplement parce que votre cravate mesure une longueur finie. Donc vous n'allez pas pouvoir faire une infinité de nœuds, c'est assez rassurant. Et ce nombre limite d'étapes, étant donné qu'une cravate dépliée, ça fait à peu près 1,50 m, c'est assez grand, hein. Et ben ils ont estimé, étant donné cette longueur, qu'on pouvait faire au maximum 13 étapes. Et vous êtes d'accord qu'il faut au moins 3 étapes, hein, sinon il n'y a pas de nœud tout simplement. Et dénombrer ces chaînes correspondant à au moins 3 étapes et au plus 13 étapes, ça donne 2046 possibilités. Vous avez 2046 suites d'étapes possibles. Mais attention, il y a un mouvement possible dont je n'ai pas parlé et qui fait pourtant partie des nœuds les plus basiques, c'est le fait de pouvoir rentrer la cravate dans un pli. Parce que c'est comme ça qu'on termine un nœud Windsor par exemple, c'est un mouvement tout à fait valide. Il serait malheureux et erroné de ne pas l'ajouter. Et en ajoutant cette condition supplémentaire, on arrive à 177 147 possibilités. Ici je ne présente pas le détail du calcul, hein, je vous mettrai le lien Arxiv pour les plus chevronnés qui ont envie de consulter l'article en question. Soyons honnêtes, c'est pas si simple que ça à lire. C'est notamment des développements limités à l'ordre 14, je pense que personne n'a envie que je parle de ça. Et ça ne s'arrête pas là parce que ces fous furieux ont carrément généré un site internet qui génère un nœud aléatoire et les étapes qui permettent de le faire. Et ça, je trouve vraiment que c'est incroyable, niveau dévouement, hein. Je vous mets le lien du site dans la description si vous voulez essayer de voir quelques nœuds. Alors attention, la probabilité d'avoir un truc moche est relativement grande, hein, vous vous en doutez bien. Mais sur un malentendu, vous pouvez tomber sur des choses atypiques très jolies. Et sachez que si vous décidez de porter à partir de maintenant une cravate tous les jours et de faire un nœud de cravate différent tous les jours, et bien vous êtes large jusqu'à votre mort, hein. Vous pouvez en faire pendant des centaines d'années, il y a aucun problème. Ce serait un petit peu malheureux comme concept, hein. 99% du temps, le nœud serait immonde. Mais c'est possible. Putain, les mathématiciens perdent leur temps. Enfin voilà, tout ça pour dire que les mathématiques ne cesseront jamais de me surprendre, et vous aussi j'espère. Tant que vous ferez preuve de curiosité, vous développerez votre culture mathématique, et surtout, vous aurez constamment ce sentiment gratifiant de découvrir quelque chose d'atypique mathématiquement qui a de la gueule. On arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vous avoir appris au moins un truc, au pire c'est de la redécouverte, hein, donc c'est pas grave. On aura passé un bon petit moment, je trouve. Alors il est très probable que ce soit la dernière vidéo de la chaîne. Pour l'année. Bah oui, il y a les partiels de janvier à réviser, il y a les fêtes de famille, j'aimerais profiter de mes vacances un petit peu. Vous ne m'en voudrez donc pas si je vous dis à l'année prochaine. Enfin, j'espère, hein. Je ne sais pas exactement de quoi parlera la future vidéo. Les suggestions sont évidemment les bienvenues, il y a déjà plusieurs idées en lice. Plus qu'à choisir celle qui sera retenue, hein. Comptez sur moi pour y réfléchir entre 2 morceaux de foie gras. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude, hein. Des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.